Tu es trop grosse pour appartenir ici, a crié ma mère à Thanksgiving. Humilié, j'ai renversé la table, et la pièce est tombée dans un silence stupéfait. Je m'appelle Bernardet. J'ai 32 ans et j'ai toujours été le mouton noir de ma famille obsédé par la forme physique. Tout le monde a un point de rupture et le mien est arrivé pendant le dîner de Thanksgiving, lorsque des années de commentaires sur mon poids sont finalement devenus insupportables. Ce qui s'est passé ensuite m'a même choqué, mais cela m'a mise sur un chemin de guérison que je n'aurais jamais cru possible. Avant de partager comment ma rébellion de Thanksgiving a changé ma vie pour toujours, faites-moi savoir d'où vous regardez et abonnez-vous si vous vous reconnaissez dans les histoires de drames familiaux où l'on est jugé par ceux qui devraient nous aimer inconditionnellement. J'ai grandi dans un quartier de banlieue pittoresque du Connecticut où les pelouses parfaitement entretenues correspondaient au corps parfaitement entretenu des membres de ma famille. De mes plus lointains souvenirs, la forme physique n'était pas seulement un passe-temps dans notre foyer. C'était pratiquement notre religion. Mon père, Richard, était ce qu'on pourrait appeler un accro à la course à pied. Ses matinées commençaient à 5 heures du matin avec une course de 16 km, qu'il pleuve ou qu'il vente. Les murs de son bureau n'étaient pas décorés de photos de famille, mais de médailles de marathon et de dossards de course. Chaque conversation au dîner revenait finalement à son dernier programme d'entraînement ou à la prochaine course qu'il préparait. Ma mère, Marjorie, complétait cette ferveur athlétique en tant qu'instructrice de yoga certifiée qui enseignait 6 cours par semaine dans le studio le plus exclusif de la ville. Elle maintenait un régime strict qu'elle imposait à toute notre famille, comptant les calories avec la précision d'un comptable pendant la saison des impôts. Son corps était mince et tonique, et elle ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde que « la discipline égale la liberté », sa phrase préférée qui a hanté mon enfance. Puis il y avait mon frère Thomas, de 4 ans mon aîné et apparemment béni des gènes athlétiques de nos parents. Il excellait dans tous les sports qu'il essayait, devenant finalement le quarterback du lycée et obtenant plus tard une bourse d'études universitaires pour ses capacités athlétiques. Dans nos albums de photos de famille, Thomas était toujours capturé en pleine action, marquant un touchdown, franchissant une ligne d'arrivée ou brandissant un trophée. Et puis il y avait moi. Dès le début, j'étais différente. Alors que les membres de ma famille étaient naturellement minces et agiles, je suis né avec un type de corps différent, plus doux, plus rond et prédisposé à porter plus de poids. Même en tant que jeune enfant, avant que des habitudes n'aient pu influencer ma forme, j'étais plus grande que les autres enfants de mon âge. Ma mère l'a remarqué, tout le monde l'a remarqué. Je me souviens encore de la première fois où j'ai pris conscience de mon corps comme quelque chose de mal qui devait être réparé. J'avais 8 ans et j'essayais des vêtements pour la nouvelle année scolaire. Ma mère se tenait dans la cabine d'essayage du grand magasin, les lèvres pincées alors qu'elle luttait pour fermer la fermeture éclair d'une robe qui était censée être ma taille. « Nous devrons peut-être regarder dans la section robuste », a-t-elle dit sans prendre la peine de baisser la voix. Le mot « robuste » m'a transpercé comme un couteau, même si je n'en comprenais pas encore toutes les implications. Ce que je comprenais, c'était la déception dans ses yeux. La même année, elle a commencé à me préparer des repas séparés, des portions plus petites, pas de dessert, des légumes supplémentaires, tandis que le reste de la famille mangeait normalement. « C'est pour ton bien, Bernardet », disait-elle quand je demandais pourquoi je ne pouvais pas avoir ce que tout le monde avait. « Tu ne veux pas grossir davantage, n'est-ce pas ?» La seule personne qui ne m'a jamais fait sentir que je devais changer était ma grand-mère, Amélia, la mère de mon père. Elle vivait à 1 heure de route, et lui rendre visite est devenu mon refuge. Contrairement à la cuisine de ma mère avec ses tasses à mesurer et ses balances alimentaires, la cuisine de grand-mère Amélia était chaleureuse et accueillante, remplie de l'odeur de biscuits fraîchement sortis du four et de pain fait maison. Un peu de beurre n'a jamais fait de mal à personne, disait-elle en me faisant un clin d'œil alors qu'elle me glissait un biscuit supplémentaire quand mes parents ne regardaient pas. Dans sa maison, la nourriture n'était pas l'ennemi. C'était de l'amour, du réconfort et de la tradition. Ce n'est probablement pas une coïncidence si la nourriture est devenue ma propre source de réconfort. Quand j'étais triste d'être choisi en dernier pour les équipes en cours de gym, une barre chocolatée cachée me faisait me sentir mieux. Quand ma mère faisait un commentaire sur le fait que mes jeans devenaient serrés, j'attendais que tout le monde soit endormi, puis je me faufilais dans la cuisine pour les aliments interdits que je n'étais pas autorisé à manger pendant la journée. À l'âge de 10 ans, ma mère m'a mise à mon premier régime officiel. Elle m'a emmené chez sa nutritionniste, qui a créé un plan de repas qui aurait été difficile pour un adulte, sans parler d'un enfant en pleine croissance. Mes boîtes à lunch contenaient des bâtonnets de carottes et des portions mesurées de protéines maigres tandis que mes amis dégustaient des sandwichs, des chips et des biscuits.
C'est ainsi qu'a commencé le cycle qui définirait ma relation avec la nourriture pour les 2 décennies suivantes, restriction, échec inévitable, honte, puis alimentation émotionnelle pour faire face à cette honte. À chaque régime raté, et il y en a eu beaucoup, la déception de ma mère devenait plus palpable, tout comme mon propre dégoût de moi-même. Le lycée a été particulièrement brutal. Alors que d'autres adolescents s'inquiétaient de l'acné et des amours, je m'inquiétais de ce que les gens penseraient s'ils me voyaient manger en public. J'évitais les rassemblements sociaux centrés sur la nourriture, ce qui, au lycée, signifiait la plupart des rassemblements sociaux. Au lieu de cela, je me suis jeté dans les études, trouvant refuge dans les livres et l'art, où ma taille n'avait pas d'importance. J'ai développé des mécanismes de défense. Je suis devenu l'amie drôle, la bonne auditrice, l'étudiante fiable qui aidait aux devoirs. Je me suis rendu utile de manière à n'avoir rien à voir avec l'apparence physique. Mais au fond, le message que j'avais intériorisé était clair. Mon corps me rendait indigne. L'université m'a offert mon premier avant-goût de liberté loin de la surveillance constante. Vivant dans une résidence universitaire à 3 heures de chez moi, je pouvais manger ce que je voulais, quand je le voulais. Personne ne regardait ni ne commentait. Et étonnamment, sans la pression, mes habitudes alimentaires se sont quelque peu normalisées. Je luttais toujours, mais pour la première fois, j'ai eu des moments où la nourriture n'était que de la nourriture, pas un champ de bataille morale. C'est pendant ces années universitaires que j'ai commencé à remettre en question le récit qu'on m'avait servi sur mon corps. Étais-je vraiment un échec parce que je ne pouvais pas maintenir les régimes restrictifs que ma mère me prescrivait? Ma valeur était-elle vraiment liée aux chiffres sur la balance? Ces questions n'étaient pas encore entièrement formées, mais les graines de la rébellion étaient plantées. Je ne savais pas que ces graines allaient se transformer en un moment de vérité qui changerait à jamais ma relation avec ma famille et, plus important encore, avec moi-même. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire en design graphique, j'ai construit une vie stratégiquement éloignée de l'influence de ma famille. J'ai trouvé un emploi dans une agence de marketing à Boston, juste assez loin du Connecticut pour rendre les visites impromptues impossibles, mais assez proche pour maintenir les rassemblements familiaux obligatoires. Mon appartement est devenu mon sanctuaire, un endroit où personne ne commentait ce qu'il y avait dans mon réfrigérateur ou ne suggérait que je devrais peut-être aller courir au lieu de regarder la télévision. Je l'ai décoré avec des couleurs vives et des meubles confortables faits pour vivre, pas pour être exposés. Il n'y avait pas de balance dans ma salle de bain, pas de livre de comptage de calories sur mes étagères. C'était peut-être le premier espace où je pouvais vraiment respirer. Au travail, j'ai découvert que ma créativité et mon sens du design étaient appréciés, quelle que soit mon apparence physique. Mes idées comptaient. Mes contributions étaient reconnues. Lentement, j'ai construit une identité professionnelle qui n'avait rien à voir avec mon corps et tout à voir avec mon esprit et mes talents. La seule personne qui m'a constamment soutenu à travers tout cela a été Sophia, ma colocataire d'université devenue ma meilleure amie. Contrairement à pratiquement tout le monde dans ma vie, Sophia n'a jamais fait un seul commentaire sur mon corps. Pas sur la prise ou la perte de poids, pas sur les vêtements qui allaient différemment, rien. Avec elle, j'existais en tant que personne complète, pas comme une photo avant-après attendant de se produire. Sophia était petite, avec des cheveux bouclés sauvages et une personnalité 2 fois plus grande qu'elle. Elle travaillait comme assistante sociale et avait une capacité incroyable à dénoncer les comportements toxiques sans que cela ressemble à une confrontation. C'est de la manipulation de première classe, disait-elle nonchalamment après que je lui ai raconté un appel téléphonique avec ma mère. Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Pendant des années, j'ai développé des stratégies élaborées pour minimiser le temps passé en famille. Les visites de Noël duraient exactement 2 jours, arrivant la veille et repartant le lendemain. Les rassemblements d'été étaient programmés en fonction d'engagements professionnels qui n'existaient parfois que dans mon explication. Les anniversaires de famille étaient souvent célébrés avec des cartes postales et des appels téléphoniques plutôt que des cadeaux physiques. Mais Thanksgiving était plus difficile à éviter. C'était la fête préférée de ma grand-mère Amelia. Et malgré tout, je l'aimais trop pour la décevoir. Donc, chaque novembre, je me préparais pour le rassemblement annuel centré sur la nourriture où mes habitudes alimentaires seraient sous surveillance et sujettes à commentaires. Dans les mois précédant ce Thanksgiving particulier, les choses dans ma vie professionnelle avaient pris un tournant excitant. Après 5 ans dans l'agence de marketing, j'avais décroché un client majeur, une marque de vêtements durables bien connue dont les valeurs correspondaient aux miennes. Mes créations pour leur campagne avaient reçu des éloges non seulement de mon équipe immédiate, mais aussi du PDG de l'entreprise. On parlait d'une promotion.
Cette validation professionnelle m'a donné un nouveau type de confiance. Pour la première fois, je sentais que j'étais vraiment doué pour quelque chose. Pas seulement adéquate, mais exceptionnelle. Je me suis retrouvé à me tenir plus droite dans les réunions avec les clients, à prendre davantage la parole dans les séances de brainstorming, et même à m'habiller avec plus de style et moins de soucis de flatter ma silhouette. Le contraste entre ma vie professionnelle florissante et l'anxiété que je ressentais à l'approche du rassemblement familial n'aurait pas pu être plus frappant. 2 semaines avant Thanksgiving, ma mère a appelé pour confirmer ma présence, bien que ce ne soit pas vraiment une question. Nous commençons le dîner à 16h cette année, a-t-elle dit après des politesses minimales. Ta tante Patricia et ton oncle Steven viennent avec les jumeaux. Ils font tous les deux du cross-country maintenant, tu sais. Si talentueux. Ça a l'air sympa, ai-je répondu en griffonnant distraitement sur un bloc-notes. J'ai des nouvelles excitantes du travail à partager quand je verrai tout le monde. Il y a eu une brève pause. C'est bien, ma chérie. Oh, au fait, je prépare ma farce spéciale aux choux-fleurs cette année. Sans chapelure, complètement sans glucides. J'ai pensé que tu apprécierais. Il serait peut-être bon de surveiller ce que tu manges avant le grand jour, tu sais, pour faire de la place pour le festin. La piqûre familière de ces mots a fait se contracter mon estomac. Même mes réalisations professionnelles ne pouvaient rivaliser avec la priorité de la surveillance corporelle. Après avoir raccroché, j'ai appelé Sophia et j'ai déclaré que je n'irais pas, je ne peux pas le faire cette année. J'appellerai grand-mère Amélia séparément et je lui rendrai peut-être visite le week-end suivant. Ou, a dit Sophia, tu pourrais y aller et ne plus supporter leurs conneries. Tu n'es pas une enfant, Bernie. Tu es une adulte qui réussit. Il est peut-être temps qu'il commence à te traiter comme tel. Ces mots sont restés avec moi. À quoi cela ressemblerait-il d'assister à Thanksgiving? Pas en tant que projet familial, pas en tant que photo avant dans un cycle sans fin d'avant-après, mais en tant que personne complète et accomplie méritant le respect. Je ne connaissais pas la réponse, mais une petite partie de moi était curieuse de le découvrir. La semaine précédant Thanksgiving s'est déroulée avec un sentiment croissant d'appréhension mêlé à une détermination inhabituelle. La suggestion de Sophia de tenir bon avait planté une graine, mais je n'étais pas sûr d'avoir le courage de la laisser pousser. Pourtant, j'ai abordé ce Thanksgiving différemment des années précédentes. Au lieu du régime de choc habituel d'avant les fêtes, l'attente de ma mère, bien que jamais explicitement formulée, j'ai continué à manger normalement. Au lieu de choisir des vêtements qui camoufleraient mon corps, je suis allé faire du shopping pour une tenue qui me donnait confiance. J'ai trouvé une belle robe portefeuille d'un bordeaux profond qui accentuait mes courbes plutôt que de les cacher. Quand je l'ai essayée dans le magasin, je me suis en fait permis de me regarder dans le miroir, de vraiment regarder, sans immédiatement me concentrer sur les parties de mon corps que l'on m'avait appris à détester. La femme qui me regardait n'était pas parfaite selon les normes des magazines, mais elle avait l'air saisissante, professionnelle et digne d'occuper de l'espace. Je la prends, ai-je dit à la vendeuse, me surprenant par le manque d'hésitation dans ma voix. La veille de Thanksgiving, j'ai décidé de préparer la tarte à la citrouille spéciale de ma grand-mère Amélia pour le dîner. C'était sa recette, transmise de génération en génération, avec une croûte au beurre qui fondait dans la bouche et une garniture épicée avec son mélange secret de cannelle, de muscade et de cardamome. Ma mère ferait sûrement sa version sans culpabilité avec une croûte aux noix et un édulcorant artificiel, mais je voulais honorer l'original, celle qui avait le goût de l'amour et de l'acceptation. Alors que je mélangeais les ingrédients dans ma cuisine, les sens familiers m'ont transporté à la maison de grand-mère Amélia, à des moments où la nourriture était une joie plutôt qu'un jugement. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une véritable excitation pour un plat que je préparais, non entaché par des calculs de calories ou de grammes de graisse. Tu apportes de l'artillerie émotionnelle à Thanksgiving, a dit Sophia quand je lui ai parlé de la tarte lors de notre conversation d'encouragement d'avant Thanksgiving au téléphone. Souviens-toi juste que leurs commentaires les concernent eux, pas toi. Leur fixation sur ton corps et leur dysfonctionnement, pas le tien. J'ai répété ces mots comme un mantra en faisant mon sac de voyage le lendemain matin. La robe soigneusement suspendue pour éviter les plis, une petite trousse de maquillage, la tarte de ma grand-mère nichée dans un support spécial, et une réserve de force émotionnelle qui semblait à la fois fragile et plus substantielle que les années précédentes. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents dans le Connecticut a duré un peu plus de 2 heures. Et à chaque kilomètre, je sentais mon corps réagir à la confrontation imminente. Mes paumes sont devenues moites sur le volant. Ma poitrine s'est serrée. Le nœud familier s'est formé dans mon estomac,
celui qui avait été mon compagnon constant lors des réunions de famille depuis l'enfance. Je suis arrivé dans l'allée familière bordée de haies parfaitement taillées à 15h15 précise. Assez tard pour minimiser la socialisation d'avant-dîner, mais assez tôt pour éviter les critiques pour le retard. Plusieurs voitures étaient déjà garées le long de l'allée incurvée, indiquant que la plupart des invités étaient arrivés. Prenant une profonde inspiration, j'ai vérifié mon apparence dans le rétroviseur, j'ai réappliqué mon rouge à lèvres, et j'ai rassemblé ma tarte et mon sac de voyage. « Tu es une graphiste à succès », ai-je chuchoté à mon reflet. « Tu es talentueuse. Tu es digne. Et tu es assez exactement comme tu es. » La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse sonner. Ma mère se tenait dans l'entrée, vêtue d'un pantalon noir ajusté et d'un chemisier en soie qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses yeux ont effectué le balayage familier de mon corps avant d'atteindre mon visage. « Bernardet, tu es arrivé ?» a-t-elle dit en se penchant pour un baiser en l'air qui n'a jamais vraiment touché ma joue. Son regard est tombé sur le porte-tarte dans mes mains, et un petit pli s'est formé entre ses sourcils. « Oh, tu as apporté un dessert. J'en ai déjà fait plein, mais je suis sûr que nous pourrons lui trouver une place quelque part. » Je suis entré dans la maison, l'odeur familière de cannelle et de dinde rôtie se mêlant au parfum cher de ma mère. Le son des voix et des rires provenait du salon. « Tu as l'air », a commencé ma mère, ses yeux parcourant à nouveau la longueur de mon corps dans ma nouvelle robe. Professionnelle, réussie, heureuse, ai-je offert, les mots sortant avec plus de confiance que je ne le sentais. Elle a cligné des yeux un instant, prise au dépourvu. J'allais dire festive. La cuisine est par là. Tu peux poser ta tarte sur le comptoir. Tout le monde est dans le salon. Entrer dans le salon, c'était comme monter sur scène sans connaître mes répliques. Les conversations se sont brièvement interrompues alors que les membres de la famille se sont tournés pour me saluer. Mon père, tenant déjà ce qui n'était sûrement pas son premier scotch de la journée, m'a donné une demi-étreinte distraite tout en vérifiant le tracker de fitness à son poignet. 7000 pas déjà aujourd'hui, a-t-il annoncé à personne en particulier. J'essaie d'atteindre 10 000 avant le dîner. Tante Patricia, la sœur de ma mère, qui partageait sa préoccupation pour l'apparence physique, m'a embrassé en l'air en guise de salutation avant de se lancer immédiatement dans un compte rendu détaillé de son nouveau professeur de pilates qui avait complètement transformé sa force abdominale. Oncle Steven a hoché la tête poliment dans ma direction avant de retourner à sa conversation avec mon frère Thomas sur un prochain marathon caritatif auquel ils s'entraînaient tous les deux. Le seul accueil sincère est venu de ma cousine Jennifer, qui m'a chaleureusement embrassé et a chuchoté « J'adore la robe. Tu es magnifique. » Et de grand-mère Amélia, qui s'est levée de son fauteuil avec l'aide de sa canne et s'est lentement dirigée vers moi. À 87 ans, le corps de grand-mère Amélia était devenu plus doux et plus fragile, mais ses yeux restaient vifs et gentils. Elle a passé ses bras autour de moi dans une véritable étreinte, une qui impliquait un contact physique réel plutôt que la chorégraphie soignée de corps se touchant à peine qui caractérisait la plupart des salutations familiales. « Ma Bernardet », a-t-elle dit en me tenant à distance pour me regarder correctement. « Tu rayonnes. Ça doit être tout ce succès de la grande ville dont j'entends parler. » Pendant un bref instant, je me suis senti vu. Vraiment vu. Non pas pour mon corps ou ce qui n'allait pas avec, mais pour qui j'étais. Grand-mère Amélia a serré ma main et a chuchoté « Reste forte aujourd'hui. Souviens-toi de qui tu es. » Je me suis demandé ce qu'elle voulait dire, mais avant que je puisse demander, ma mère a annoncé qu'il était temps de passer à table. La table de la salle à manger avait été rallongée au maximum et recouverte de la plus belle nappe en lin de ma mère. Les assiettes en porcelaine et les verres en cristal brillaient sous la lumière du lustre, et un centre de table élaboré de fleurs d'automne et de courges décoratives parcourait le milieu de la table. Tout était parfait comme d'habitude chez Marjorie. La disposition des places, ai-je rapidement réalisé, était stratégique. J'étais placé directement en face de ma mère, où elle pouvait maintenir une surveillance sans obstruction de mon assiette. Mon frère Thomas était assis à ma droite, tandis que les filles jumelles de tante Patricia, toutes deux minces comme des fils et vêtues de tenues assorties, étaient assises à ma gauche. Le contraste était subtil mais délibéré. Le repas de Thanksgiving avait l'air digne d'un magazine, bien que nettement modifié par les philosophies diététiques de ma mère. À côté de la dinde traditionnelle se trouvaient des plats étiquetés avec de petites cartes. Purée de chou-fleur, sans beurre, haricots verts amandine, peu d'huile, compote de canneberge, sans sucre ajouté. Ma mère avait essentiellement créé un repas de fête qui servait également de plan de régime. Avant de servir, a annoncé ma mère en se tenant à la tête de la table.
Je veux juste rappeler à tout le monde que Thanksgiving est une question de gratitude, pas de gourmandise. Il est possible de profiter des fêtes sans défaire tout notre travail acharné du reste de l'année. Son regard s'est attardé sur moi un peu plus longtemps que nécessaire. Alors que les plats étaient passés autour de la table, les commentaires ont commencé. « Jennifer, tu as perdu du poids, n'est-ce pas ?» s'est exclamée tante Patricia en se servant une portion microscopique de purée de chou-fleur. « Cette robe te va si bien maintenant. » Jennifer, qui avait toujours été naturellement mince, avait l'air mal à l'aise. « Je n'ai pas essayé de. »« Quel est ton secret ?» a insisté tante Patricia. « Keto ? Jeûne intermittent ? Juste occupé avec mon nouveau travail, je suppose, a marmonné Jennifer en me lançant un regard d'excuse. Ma mère a souri à Jennifer. Eh bien, quoi que tu fasses, continue. Tu es magnifique. Elle s'est ensuite tournée vers moi alors que j'atteignais la farce. Bernardet, tu devrais peut-être essayer ma farce au chou-fleur à la place. Je l'ai faite en pensant à toi. J'ai fait une pause, la cuillère de service planant au-dessus de la farce au pain traditionnel. Une honte familière m'a envahi le cou, mais je l'ai repoussée. Merci, maman, mais je préfère celle-ci. Un petit silence est tombé sur les conversations voisines. Le sourire de ma mère s'est crispé, mais elle s'est rapidement tournée vers mon père. Richard, raconte à tout le monde ton temps au marathon le mois dernier. Mon père s'est lancé avec enthousiasme dans un compte rendu détaillé de sa dernière course, avec les temps intermédiaires et les détails sur sa stratégie d'hydratation. L'attention s'est détournée de mon assiette, mais je pouvais sentir des regards intermittents de ma mère tout au long du repas alors qu'elle surveillait ce que je mangeais et en quelle quantité. Quand il y a eu une brève accalmie dans la conversation, j'ai décidé de partager mes nouvelles. J'ai récemment décroché un client majeur au travail, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable et confiante. Une marque de vêtements durables qui correspond vraiment aux valeurs de notre agence. Ils m'ont spécifiquement demandé de diriger la direction créative. C'est merveilleux, ma chérie, a répondu ma mère sans lever les yeux de la découpe de sa dinde en minuscules morceaux précis. Jennifer, n'as-tu pas passé un entretien avec une entreprise de vêtements récemment? Comment ça s'est passé? Le rejet m'a piqué, mais ce n'était pas inattendu. Mes réalisations avaient toujours été reléguées au second plan par rapport à l'apparence physique dans le système de valeurs de ma famille. Grand-mère Amélia, cependant, n'a pas laissé tomber. Raconte-nous en plus sur ce client, Bernardet. Ça a l'air d'une opportunité importante. Reconnaissante de son intérêt, j'ai commencé à décrire le projet et les concepts créatifs que j'avais développés. J'étais au milieu de ma phrase quand ma mère a interrompu. En parlant d'opportunité, Jennifer a perdu 7 kilos depuis l'été. Elle suit ce nouveau programme d'entraînement. Comment ça s'appelle, Jennifer? La conversation a de nouveau été forcée de pivoter vers les corps, le poids et la forme physique. Thomas a détaillé son nouveau programme d'entraînement. Les jumelles ont parlé de leur record de cross-country. Oncle Steven a discuté des avantages de son nouveau régime riche en protéines. Pendant tout ce temps, ma mère a orchestré la conversation comme un chef d'orchestre, la ramenant toujours à son sujet préféré, tout en jetant des regards désapprobateurs occasionnels sur mon assiette. Au moment du dessert, je me sentais émotionnellement épuisé par la vigilance constante, les pics subtils, la nature performative de manger dans ma famille. Ma grand-mère a croisé mon regard de l'autre côté de la table et m'a fait un petit signe de tête encourageant. Ma mère a disparu dans la cuisine et est revenue avec un éventail d'options de dessert, chacune plus compliquée et modifiée que la précédente. Mousse à la citrouille sans sucre, a-t-elle annoncé en posant un bol de quelque chose de léger et aéré sur la table. Croustade aux pommes sans croûte avec un édulcorant aux dattes et une tarte aux pacanes traditionnelle pour ceux qui ne surveillent pas leur ligne. Ce dernier plat a été placé de manière pointue loin de moi. J'ai aussi apporté la tarte à la citrouille de grand-mère Amélia, ai-je dit en me levant pour la récupérer du comptoir de la cuisine où elle était restée intacte. Quand je suis revenu avec la tarte, dorée avec une croûte parfaitement pincée, les lèvres de ma mère se sont pressées en une fine ligne. Ça a l'air très traditionnel, a-t-elle dit, réussissant à faire sonner le mot comme une critique. C'est la recette de grand-mère, ai-je expliqué en la posant sur la table. Celle qu'elle m'a apprise quand j'étais petite. Le visage de grand-mère Amélia s'est illuminé. Tu t'es souvenu de la cardamome? Personne ne se souvient jamais de la cardamome. J'ai commencé à couper des parts, offrant la première à ma grand-mère, qui l'a acceptée avec un clin d'œil. Quand j'ai coupé une part pour moi-même,
j'ai presque pu sentir la température de la pièce chuter de plusieurs degrés. Bernardet, a dit ma mère sèchement alors que je posais la part sur mon assiette. Es-tu sûr que c'est sage? Tu sais que tu as du mal avec ton poids. La honte familière a commencé à monter. Mais quelque chose d'autre est monté à côté, la colère, longtemps refoulée, mais trouvant enfin sa voix. Avant que je puisse répondre, ma mère a continué, sa voix montant légèrement. C'est juste que nous nous soucions de ta santé. Cette robe est déjà assez moulante, et à ton âge, le métabolisme ralentit. Tu es trop grosse pour appartenir ici si tu continues à manger comme ça. La pièce est tombée dans le silence. Les mots flottaient dans l'air, plus explicites que les commentaires voilés habituels et les pics subtils. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. La honte était si intense qu'elle ressemblait à un poids physique sur ma poitrine. Mais quelque chose a changé. La pression s'est transformée, molécule par molécule, de la honte à la rage, une rage pure et clarifiante qui s'était accumulée pendant des décennies. J'ai regardé le visage de ma mère, la déception familière, le dégoût à peine voilé, et quelque chose en moi s'est finalement libéré. Tout le monde à table s'est figé alors que les mots de ma mère résonnaient dans le silence soudain. Tu es trop grosse pour appartenir ici si tu continues à manger comme ça. La franchise, dépouillée du codage passif-agressif habituel, a semblé choquer même certains membres de ma famille. J'ai ressenti un calme étrange m'envahir, comme si je regardais soudainement la scène de l'extérieur de mon corps. Des années de douleur accumulées se sont cristallisées en une seule pensée claire. Je ne méritais pas ça. Je n'avais jamais mérité ça. Le temps a semblé ralentir alors que je posais délibérément ma fourchette à côté de ma tarte intacte. Je pouvais entendre le petit cliquetis du métal contre la porcelaine. Je pouvais sentir tous les yeux à table fixés sur moi, attendant ma réaction. Des larmes peut-être, ou une retraite précipitée aux toilettes, mes mécanismes d'adaptation habituels pour ces moments. Au lieu de cela, j'ai lentement repoussé ma chaise et je me suis levé. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre, mais ma voix, quand elle est venue, était étonnamment stable. Trop grosse pour appartenir ici. J'ai répété les mots, au goût amer sur ma langue. Tu sais quoi, maman? Tu as raison. Je n'appartiens pas ici. Je n'ai jamais appartenu ici. L'expression de ma mère a vacillé entre le triomphe et l'incertitude. Elle ne s'attendait pas à un accord, et elle ne s'attendait certainement pas à ce qui s'est passé ensuite. D'un mouvement rapide, j'ai placé les deux mains sous le bord de la lourde table à manger et j'ai poussé vers le haut avec toute la force que 3 décennies de rage pouvaient rassembler. La table, avec son centre de table parfait, ses verres en cristal, ses assiettes en porcelaine de nourriture à moitié mangée, a basculé puis s'est renversée, envoyant tout s'écraser sur le sol dans une cacophonie spectaculaire de vaisselle brisée et de nourriture éparpillée. De la sauce a éclaboussé la chemise pressée de mon père. Du vin s'est répandu sur le tapis de couleur crème. Le centre de table soigneusement disposé s'est éparpillé sur le sol dans une explosion de couleur d'automne. Et ma mère, l'architecte de ma haine de moi-même, est restée figée sur sa chaise, une mode de purée de chou-fleur glissant sur son chemisier en soie. Le silence qui a suivi était absolu. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Ils me regardaient tous avec des expressions de choc identiques, comme s'ils me voyaient pour la première fois. Pas seulement mon corps, mais moi, Bernardet, une personne capable de colère, de rébellion, de perturbation. 32 ans, ai-je dit dans le silence, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Pendant 32 ans, vous m'avez dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon corps, que je devais me rétrécir pour être digne d'amour, d'attention, d'appartenance. Je me suis tourné pour faire face à ma mère directement. Tu m'as mise à mon premier régime quand j'avais 10 ans. 10. As-tu la moindre idée de ce que ça fait à un enfant? D'entendre de sa propre mère que son corps est un problème à résoudre, qu'elle est fondamentalement inacceptable telle qu'elle est. Le visage de ma mère est devenu pâle. Bernardet, tu es dramatique. Nous avons seulement voulu ce qu'il y a de mieux pour. Non, les jeux interrompus, ce que je n'avais jamais osé faire auparavant. Vous vouliez ce qu'il y a de mieux pour vous. Une fille qui ne vous embarrasserait pas devant vos clientes de yoga. Une fille qui validerait votre propre obsession de la minceur. Pas une seule fois vous n'avez considéré ce qui était le mieux pour moi. J'ai regardé les membres de ma famille stupéfaits autour de la table. Et le reste d'entre vous est resté là à regarder, année après année, fête après fête, les commentaires sur mon assiette, les comparaisons pointues, les suggestions d'entraînement.
Vous est-il jamais venu à l'esprit à quel point c'était cruel? Mon père s'est éclairci la gorge. Maintenant, Bernardet, ta mère ne veut que. Je sais exactement ce qu'elle veut, papa. Elle veut dire que je suis un échec parce que je ne lui ressemble pas. Parce que je ne déteste pas la nourriture comme elle. Parce que j'ai l'audace d'exister dans un corps qui ne correspond pas à ses standards. À ma grande surprise, ma grand-mère Amélia s'est alors levée, sa petite silhouette tremblant légèrement sous l'effort. Elle a contourné avec précaution les débris sur le sol et est venue se tenir à côté de moi. Elle a raison, a dit ma grand-mère, sa voix calme mais claire. J'ai regardé cela se produire pendant des années et j'ai été trop lâche pour l'arrêter. Marjorie, ce que tu as fait à cet enfant, oui, elle est toujours ton enfant, même à 32 ans, n'est rien de moins que de la maltraitance émotionnelle. La bouche de ma mère s'est ouverte et s'est refermée, aucun son en sortant. Elle n'avait jamais été contredite par sa belle-mère auparavant. Bernardet, a continué grand-mère Amélia en se tournant vers moi. Je suis désolé de ne pas t'avoir mieux protégé. Mais je ne suis pas trop vieille pour commencer maintenant. Elle m'a tendu la main. Que dirais-tu d'aller prendre le dessert ailleurs? Un endroit où les gens peuvent manger de la tarte sans commentaire. J'ai regardé sa main ridée, puis de nouveau le chaos que j'avais créé, la table renversée, la nourriture éparpillée, les expressions de choc. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de la vieille honte, le besoin enraciné de m'excuser d'occuper de l'espace, de faire une scène, de ne pas être la fille docile. Mais j'ai regardé le visage de ma mère, toujours figé d'incrédulité que j'ai osé perturber son parfait Thanksgiving, et j'ai ressenti quelque chose de nouveau, la libération. J'ai pris la main de ma grand-mère. J'aimerais beaucoup ça, ai-je dit. Puis, sans un mot de plus au reste de ma famille, j'ai conduit grand-mère Amélia à travers l'épave du dîner, passant devant les murs éclaboussés et le tapis taché, et je suis sorti par la porte d'entrée dans la soirée fraîche de novembre. Derrière nous, j'ai entendu les premiers sons timides de mouvement, le choc cédant la place à la réaction. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Pour la première fois de ma vie, j'avançais sans le poids de leurs attentes qui me freinaient. J'ai aidé grand-mère Amélia à monter sur le siège passager de ma voiture. Mes mains tremblaient encore d'adrénaline. Une fois à l'intérieur, j'ai serré fermement le volant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'ampleur de mon action, renverser la table de Thanksgiving, affronter ma famille, partir, commençait tout juste à s'installer. Respire, mon enfant, a dit doucement grand-mère Amélia en posant sa main sur la mienne. Respire, c'est tout. J'ai réalisé que j'avais retenu ma respiration et je l'ai laissé sortir dans une longue expiration tremblante. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça, ai-je chuchoté, à moitié horrifié, à moitié exalté. J'ai vraiment renversé la table, comme dans un film. Un petit sourire a joué au coin de la bouche de grand-mère Amélia. C'était assez spectaculaire. Je parie que la famille parlera de ce Thanksgiving pendant des années. Cela m'a fait rire malgré moi. Un son légèrement hystérique qui a bientôt cédé la place aux larmes. Pas des larmes douces, mais de profonds sanglots qui secouaient mon corps et semblaient venir de quelque part de primal en moi. Grand-mère Amélia est restée assise tranquillement, ses mains stables sur les miennes, me laissant libérer des décennies de douleurs refoulées. Quand la tempête d'émotions s'est finalement calmée, j'ai essuyé mes yeux avec le dos de ma main, étalant mon maquillage soigneusement appliqué. Je suis désolé que tu aies dû voir ça, ai-je dit. N'ose pas t'excuser, a-t-elle répondu fermement. Ni à moi, ni à eux, ni à personne. Tu n'as rien à te reprocher. Je l'ai regardée, cette petite femme avec sa colonne vertébrale d'acier et ses yeux gentils, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Un éclair de la même douleur que je portais. Grand-mère, est-ce que maman? Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Même avec toi, grand-mère? Amélia a soupiré, semblant soudain ses 87 ans. Marjorie a hérité de ses problèmes, j'ai bien peur. Ton grand-père était un homme difficile qui accordait une énorme valeur aux apparences. Quand j'ai pris du poids après avoir eu ton père, il s'est assuré que je connaisse sa déception. Je n'ai jamais développé la force de lui tenir tête comme tu viens de tenir tête à ta mère. Elle a serré ma main. Au lieu de cela, j'ai retourné cette critique contre moi-même. Et j'ai bien peur que Marjorie ait absorbé chaque parcelle de cela en grandissant. Elle a appris à assimiler la minceur à la valeur parce que c'est ce qu'elle a vu comme modèle. Ça n'excuse pas ce qu'elle t'a fait, mais peut-être que ça aide à l'expliquer. Je n'avais jamais considéré ce fil générationnel de honte corporelle auparavant,
comment il avait été transmis comme un héritage toxique de grand-père à grand-mère à mère à moi. Mais contrairement à ma grand-mère et à ma mère, je venais de briser la chaîne. Où aimerais-tu aller ? Ai-je demandé en démarrant la voiture. La pensée de retourner dans ma chambre d'enfant ce soir était impensable. Ton amie Sophia, a suggéré grand-mère Amelia, celle dont tu parles toujours si affectueusement. Est-ce qu'elle serait dérangée par des invités de Thanksgiving inattendus ? J'ai vérifié l'heure. Un peu plus de 18h30. Sophia avait mentionné qu'elle organisait un petit rassemblement de Friendsgiving avec ses colocataires aujourd'hui. Laisse-moi l'appeler, ai-je dit en attrapant déjà mon téléphone. Sophia a répondu à la deuxième sonnerie. Bernie, n'es-tu pas chez tes parents ? J'y étais, ai-je répondu, ma voix encore tremblante. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que ça va si je viens ? J'ai ma grand-mère avec moi. Il n'y a eu aucune hésitation. Bien sûr, nous commençons juste le dessert. Venez tout de suite. Le trajet jusqu'à l'appartement de Sophia a duré environ 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles mon téléphone a explosé de notifications. Des SMS de mon frère Thomas. C'est quoi ce bordel, Bernie ? De mon père. Ta mère est très contrariée. Appelle immédiatement. De tante Patricia. Comportement complètement inapproprié. De Jennifer. Ça va ? C'était intense, mais aussi un peu incroyable. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis concentré sur la conduite, jetant occasionnellement un coup d'œil à grand-mère Amelia, qui était assise tranquillement, regardant le paysage défiler, un petit sourire satisfait sur le visage. Sophia nous a accueillis à la porte de son appartement, observant mon maquillage coulé et mon apparence légèrement débraillée d'un rapide regard évaluateur. D'accord, quoi qu'il se soit passé, vous êtes en sécurité maintenant, a-t-elle dit en nous faisant entrer. Et vous devez être la célèbre grand-mère Amelia. J'ai tellement entendu parler de vous. Grand-mère Amelia lui a souri. Et j'ai tout entendu sur la merveilleuse Sophia, qui traite ma petite fille comme le trésor qu'elle est. L'appartement de Sophia était chaleureux et accueillant, l'antithèse de la perfection stérile de ma mère. Des meubles dépareillés, des murs couverts d'œuvres d'art, et l'odeur de plusieurs desserts se mêlant dans l'air. Ses colocataires, Tasha, une infirmière aux cheveux violets, et Damon, un professeur de musique au rire contagieux, nous ont accueillis sans poser de questions, faisant de la place à leur table comme si nous avions fait partie de l'invitation initiale. Autour d'assiettes de diverses tartes, y compris une part de ma tarte à la citrouille sauvée qui avait survécu à l'incident du renversement de table, j'ai raconté ce qui s'était passé. À chaque détail, les yeux de Sophia s'écarquillaient tandis que ses colocataires alternaient entre des hoquets de choc et des acclamations d'approbation. « Tu as vraiment renversé toute la table ?» a demandé Damon, l'air impressionné. Pas seulement métaphoriquement, mais littéralement renversé ? J'ai hoché la tête, n'y croyant toujours pas tout à fait moi-même. C'est la chose la plus badass que j'ai jamais entendue, a déclaré Tasha en levant son verre de vin pour porter un toast. À Bernardet, retourneuse de table et poseuse de limites extraordinaires. Alors que tout le monde trinquait, mon téléphone a de nouveau vibré avec un autre SMS. Je l'ai vérifié à contre-cœur, m'attendant à d'autres récriminations de ma famille. C'était à nouveau Thomas, mais avec un ton très différent. Je suis désolé, disait son message. J'ai regardé cela se produire toute notre vie et je n'ai jamais rien dit. Ce n'était pas bien. Es-tu en sécurité ? As-tu besoin de quelque chose ? Le soutien inattendu m'a fait monter les larmes aux yeux. J'ai tapé une réponse rapide, lui faisant savoir que j'allais bien et que j'étais avec des amis, puis j'ai mis mon téléphone de côté, déterminé à être présente dans ce moment de chaleur et d'acceptation inattendue. La soirée s'est déroulée d'une manière qu'aucun Thanksgiving de ma mémoire ne l'avait jamais fait, avec des rires, avec des deuxièmes portions prises sans commentaire, avec des conversations sur tout sauf les corps et les régimes. Grand-mère Amelia a été accueillie dans le groupe comme si elle avait toujours fait partie de cette famille choisie, échangeant des histoires avec les colocataires de Sophia et acceptant même un petit verre de vin qui a apporté une rougeur juvénile à ses joues. Au moment où nous avons décidé qu'il était trop tard pour que grand-mère Amelia retourne à son appartement pour personnes âgées, des dispositions avaient été prises pour qu'elle prenne le lit de Sophia tandis que Sophia dormirait avec Tasha. Je prendrais le canapé, ne retournant pas à la maison de mon enfance ni à l'hôtel que j'avais réservé comme plan de secours. Alors que j'aidais grand-mère Amelia à s'installer pour la nuit, elle a pris mon visage entre ses mains douces et ridées. « Je suis si fière de toi », a-t-elle dit, ses yeux brillants de larmes non versées.
Il m'a fallu 87 ans pour apprendre ce que tu as compris ce soir, que nous n'avons pas à accepter la cruauté des gens simplement parce qu'ils sont de la famille. Je l'ai serré fort dans mes bras, inhalant l'odeur familière de lavande qui s'accrochait toujours à ses vêtements. Merci d'être venu avec moi, ai-je chuchoté. Des chevaux sauvages n'auraient pas pu me retenir, a-t-elle répondu avec un petit rire. De plus, je n'ai pas eu autant d'excitation depuis que ton grand-père a accidentellement mis le feu au sapin de Noël en 83. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé sur le canapé étonnamment confortable de Sophia, mon téléphone a continué à vibrer avec des messages de membres de ma famille. Certains étaient en colère, d'autres inquiets, d'autres encore performativement inquiets de mon état mental. Ma mère avait envoyé plusieurs SMS allant du furieux, « Comment oses-tu nous embarrasser comme ça, ô manipulateur, après tout ce que nous avons fait pour toi ?» En passant par la minimisation, tu réagis de manière excessive à un simple commentaire. Je les ai tous lus, mais je n'ai répondu à aucun. Demain serait bien assez tôt pour gérer les conséquences. Ce soir, je me suis permis de ressentir la étrange légèreté qui vient du fait de poser enfin un fardeau que l'on a porté si longtemps qu'on a oublié qu'il ne faisait pas partie de soi. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute la semaine suivante, quelque chose que j'avais envisagé pendant des années, mais dont je m'étais toujours dissuadé. Je n'étais pas assez naïf pour penser qu'un moment de rébellion dramatique avait guéri des décennies de dommages. Mais cela ressemblait à une fissure dans un barrage, le premier pas vers quelque chose de nouveau. 6 mois se sont écoulés après l'incident du renversement de table de Thanksgiving, apportant des changements que je n'aurais jamais pu anticiper en cette soirée de novembre charnière. Les premières semaines avaient été les plus difficiles. Ma mère vacillait entre un silence glacial et des accusations larmoyantes, incapable de comprendre comment son inquiétude pour ma santé pouvait être interprétée comme nuisible. Mon père a joué son rôle familier de pacificateur, m'exhortant à m'excuser pour les dommages matériels tout en ignorant commodément les dommages émotionnels qui les avaient précédés. Je ne me suis pas excusé. Au lieu de cela, j'ai commencé des séances hebdomadaires avec le docteur Lambert, un thérapeute spécialisé dans les troubles de l'alimentation et les traumatismes familiaux. Dans son bureau confortable, avec son éclairage doux et l'absence de miroir, j'ai progressivement déballé l'héritage complexe de la honte corporelle que j'avais hérité. Ce que vous avez vécu est une forme spécifique de maltraitance émotionnelle, a expliqué le docteur Lambert lors d'une de nos premières séances. Lorsqu'un parent critique à plusieurs reprises le corps d'un enfant, cela crée un sentiment fondamental que vous êtes imparfait et inacceptable tel que vous êtes. Ce n'est pas de l'inquiétude pour la santé. C'est du contrôle et de l'amour conditionnel. Le nommer, l'appeler maltraitance plutôt qu'amour vache ou honnêteté, était à la fois douloureux et libérateur. Cela a validé la douleur que j'avais portée pendant des décennies tout en m'aidant à comprendre que ce n'était pas de ma faute. Je n'avais pas échoué à être aimable. Ma famille avait échoué à m'aimer inconditionnellement. Au cours de ces premiers mois, j'ai établi des limites claires avec mes parents. Aucun commentaire sur mon corps, mes choix alimentaires ou mon poids n'était autorisé. S'ils ne pouvaient pas respecter cette simple règle, notre interaction prendrait fin immédiatement. Les premiers appels téléphoniques ont en effet été brefs, ma mère étant incapable de soutenir une conversation sans dévier vers un territoire interdit. Mais je m'inquiète juste pour ta santé, a-t-elle protesté lors d'un appel écourté. Non, tu t'inquiètes de la façon dont mon apparence te reflète, ai-je répondu calmement. Ce sont des choses différentes. Au revoir, maman. Et j'ai raccroché. Chaque fois que j'imposais la limite, cela devenait un peu plus facile. Je reprenais mon pouvoir, une conversation terminée à la fois. À ma grande surprise, mon frère Thomas est devenu un allié inattendu. Bien qu'initialement choqué par ma rébellion de Thanksgiving, il a avoué plus tard que cela l'avait forcé à affronter les dynamiques toxiques de notre famille. J'ai toujours su que maman était dure avec toi, a-t-il admis autour d'un café lors d'une de ses visites à Boston. Mais je suppose que je pensais que c'était normal parce que ça avait toujours été comme ça. Te voir lui tenir tête m'a fait réaliser à quel point c'était tordu. Thomas avait commencé sa propre thérapie, explorant comment la fixation de nos parents sur la perfection physique l'avait également façonné, bien que différemment. Sa relation avec la forme physique, découvrait-il, était plus une question de validation que de plaisir, une poursuite sans fin de l'approbation de notre père par des temps plus rapides et des distances plus longues. Je n'ai pas couru depuis 2 mois, m'a-t-il dit, un mélange de fierté et d'anxiété dans la voix. J'essaie de savoir si j'aime vraiment ça ou si j'aime juste les éloges que ça m'apporte. Ma relation avec grand-mère Amélia s'est approfondie de manière inattendue. Après l'incident de Thanksgiving,
elle a pris la décision audacieuse de quitter sa résidence pour personnes âgées et d'emménager dans un petit appartement plus proche de moi à Boston. À 87 ans, ce n'était pas une mince affaire, mais elle était déterminée à passer ses dernières années avec des gens qui ne comptent pas les calories à Noël. Nous avons établi une tradition dominicale de cuisiner ensemble. Pas de la nourriture diététique ou des versions sans culpabilité de classiques, mais de la vraie nourriture faite avec amour et mangée avec plaisir. Parfois, Sophia se joignait à nous, apportant des ingrédients pour les recettes dominicaines de sa grand-mère qu'elle avait apprises enfant. Ces rassemblements sont devenus des rituels de guérison, réclamant la nourriture comme un lien plutôt qu'un conflit. Le changement le plus profond a peut-être été dans ma relation avec mon propre corps. Sous la direction du docteur Inder Lambert, j'ai commencé à explorer l'alimentation intuitive, apprenant à écouter les signaux de faim et de satiété de mon corps plutôt que les règles externes sur ce que, quand et combien je devais manger. Après des décennies de régime, mes signaux internes étaient faibles au début, mais ils se sont progressivement renforcés. J'ai commencé à bouger mon corps de manière agréable plutôt que punitive. De longues promenades le long du front de mer de Boston. Des cours de danse où la joie était le but, pas la combustion de calories. Du yoga doux qui se concentrait sur la sensation des postures plutôt que sur leur apparence. Mon corps a changé à certains égards et est resté le même à d'autres. Mais la différence significative était que je ne le voyais plus comme un projet à réparer ou un problème à résoudre. C'était juste mon corps, le vaisseau qui me transportait à travers la vie, ni la source de ma valeur ni la mesure de mon échec. Professionnellement, j'ai pris le plus grand risque de ma carrière en quittant la sécurité de l'agence de marketing pour créer mon propre studio de design. Le succès que j'avais eu avec la marque de vêtements durables m'a donné la confiance nécessaire pour me spécialiser dans le travail avec des entreprises éthiques et des organisations à but non lucratif, des organisations dont les valeurs correspondaient à mon sens émergent de moi-même. C'était terrifiant et exaltant à la fois. Certains jours, j'étais submergé par le syndrome de l'imposteur, convaincu d'avoir commis une terrible erreur. D'autres jours, lorsque les yeux d'un client s'illuminaient en voyant sa vision prendre vie grâce à mes créations, je ressentais un profond sentiment de but qui n'avait rien à voir avec mon apparence et tout à voir avec mes talents. Alors que je trouvais ma voie professionnelle, j'ai également commencé à partager mon histoire plus ouvertement. J'ai créé un petit compte Instagram Body Positive, initialement juste pour ma propre guérison, publiant sur mon parcours vers l'acceptation de soi. À ma surprise, cela a résonné auprès d'autres personnes qui avaient connu des dynamiques familiales similaires. Vos publications sur l'établissement de limites avec votre mère m'ont aidé à tenir tête à mon père pour la première fois, a écrit une abonnée. Merci d'être si honnête sur la difficulté de la chose. Ces liens m'ont rappelé que ce que j'avais vécu n'était pas unique. Tant de gens avaient grandi en se faisant dire que leur corps était mauvais, qu'ils devaient se rétrécir pour être dignes d'amour. En partageant mon histoire, j'aidais les autres à se sentir moins seuls, tout comme Sophia l'avait fait pour moi. La saison des fêtes approchait, apportant de nouveaux défis. Ce serait le premier Noël depuis la confrontation de Thanksgiving, et la question des réunions de famille occupait une place importante dans mes séances de thérapie. À quoi voulez-vous que les fêtes ressemblent, a demandé le docteur Lambert. Pas ce que vous pensez que vous devriez faire, mais ce qui serait sain et nourrissant pour vous. La réponse m'a surprise. Malgré tout, je ne voulais pas couper complètement mes parents de ma vie. Je voulais la possibilité d'une nouvelle relation plus saine, mais à mes conditions, pas aux leurs. J'ai donc pris une décision. La veille de Noël serait passée avec ma famille choisie. Sophia, ses colocataires, grand-mère Amélia et quelques amis proches. Nous cuisinerions ensemble, échangerions des cadeaux soigneusement choisis et célébrerions sans parler de régime ou de critique corporelle. Le jour de Noël, je rendrai visite à mes parents pour un bref déjeuner soigneusement encadré. Thomas a accepté d'être présent à la fois comme soutien et comme tampon. Nous avons développé un mot de code, menthe poivrée, qui signalerait si l'un de nous deux avait besoin de faire une sortie rapide. Au milieu de ces plans, une confrontation inattendue a eu lieu lors de la célébration de l'anniversaire de grand-mère Amélia début décembre. Ma mère, qui avait maintenu une politesse tendue dans nos interactions limitées depuis Thanksgiving, s'est soudainement effondrée. Pourquoi tout le monde agit-il comme si j'étais la méchante, a-t-elle demandé, sa voix montant alors que les membres de la famille échangeaient des regards gênés. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'aime Bernardet. Je ne voulais pas qu'elle souffre comme moi, en étant la grosse fille que personne ne voulait fréquenter, en étant laissée de côté pour des promotions parce que je n'avais pas la bonne apparence. J'essayais de la protéger. La douleur brute dans sa voix a fait taire la pièce. Pour la première fois,
j'ai vu ma mère non pas comme la femme confiante et contrôlante qui avait terrorisé ma relation avec la nourriture, mais comme quelqu'un qui avait été terrorisée elle-même par mon grand-père, par la société, par sa propre honte intériorisée. Maman, ai-je dit doucement, la souffrance dont tu essayais de me protéger, tu l'as causée. Tous ces régimes, tous ces commentaires, ils ne m'ont pas rendu mince. Ils m'ont fait me détester. Elle m'a regardé, quelque chose changeant derrière ses yeux. Je n'ai jamais voulu que tu te détestes, a-t-elle chuchoté. Je voulais juste que tu sois heureuse. Je sais, ai-je répondu, surprise de la croire réellement. Mais tu as confondu la minceur avec le bonheur parce que c'est ce qu'on t'a appris. Ça ne rend pas ce que tu as fait acceptable, mais je le comprends mieux maintenant. Ce ne fut pas un moment de réconciliation parfait d'un film de Hallmark. Ma mère ne s'est pas soudainement transformée en une avocate du body positive, mais c'était la première conversation sincère que nous ayons eue sur la douleur entre nous. Et dans cette petite fissure, j'ai vu la possibilité de quelque chose de nouveau qui grandissait. À ma grande surprise, elle a demandé le nom d'un thérapeute dans sa région la semaine suivante. Sans promesse, a-t-elle dit sèchement au téléphone. Mais je suis prête à envisager certaines choses. C'était un petit pas, mais significatif. Alors que l'année touchait à sa fin, je me suis retrouvé à réfléchir au voyage extraordinaire qui avait commencé avec une table de Thanksgiving renversée. La route n'avait été ni droite ni facile. Il y avait eu des revers, des jours où de vieilles insécurités revenaient en force, des réunions de famille qui se terminaient en larmes malgré des limites prudentes, des moments de doute sur la question de savoir si tout cela en valait la peine. Mais il y avait aussi eu des révélations. Découvrir que l'appartenance ne consiste pas à se changer pour s'intégrer, mais à trouver les personnes qui vous acceptent exactement comme vous êtes. Apprendre que se défendre n'est pas égoïste, mais nécessaire. Réaliser que la guérison n'est pas une destination, mais une pratique, qui exige du courage et de la compassion à parts égales. Le soir du Nouvel An, entouré de ma famille choisie dans l'appartement de Sophia, maintenant décoré de guirlandes lumineuses et rempli de l'odeur de biscuits en cours de cuisson, j'ai levé mon verre pour porter un toast. Au moment de renversement de table, ai-je dit en souriant au visage autour de moi. Puissions-nous tous trouver le courage de perturber les schémas qui ne nous servent plus. Alors que les verres s'entrechoquaient et que les rires remplissaient la pièce, j'ai croisé le regard de grand-mère Amélia. Elle m'a fait un petit clin d'œil et a levé son verre un peu plus haut. Et à l'appartenance, a-t-elle ajouté, sa voix forte malgré ses années. Non pas là où les autres disent que nous devrions être, mais là où nous sommes vraiment vus et aimés. À ce moment-là, dans cette pièce pleine de gens qui ne me demandent rien d'autre que d'être authentiquement moi-même, j'ai enfin compris ce que signifiait la véritable appartenance. Il ne s'agissait pas de me rétrécir pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Il s'agissait de m'épanouir dans la plénitude de ce que j'étais toujours censé être. Avez-vous déjà eu un moment où vous vous êtes enfin défendu après des années à subir les critiques de quelqu'un d'autre? J'aimerais beaucoup entendre votre histoire dans les commentaires. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il mérite d'appartenir exactement tel qu'il est. Merci d'avoir écouté mon parcours.